Donc une préconisation également d'énoncer cela dans la Constitution et que l'article 1er de la loi de 1905 devienne, ils ont demandé par rapport à ce lien aujourd'hui qui est fait entre la laïcité et l'égalité femmes-hommes au travers du communautarisme, notamment islamique. Donc ils ont demandé une révision de l'article 1, que ça devienne la République garantit le libre exercice des cultes dans le respect de l'égalité entre femmes et hommes et sous les seules restrictions édictées ci-après dans le respect de l'ordre public. Et pour ma part, moi, David Andrew, chantre de la laïcité très modestement, j'aurais rajouté ceci par rapport à ce qu'a dit la délégation. Moi, j'aurais dit, la République garantit le libre exercice des cultes dans le respect de l'égalité entre femmes et hommes, de l'orientation sexuelle de chaque individu et sous les seules restrictions édictées ci-après dans le respect de l'ordre public. Comme ça, tout le monde est englobé. Et quand on parle des femmes, même s'il y aura aussi les hommes, les femmes en général sont englobées et les femmes lesbiennes, parmi les femmes en général, sont englobées. Donc je pense que cette notion aussi devrait être rajoutée. Je pense qu'il y a une pudeur peut-être, etc. Mais nous, on peut se permettre de le dire en souhaitant que ça puisse aussi agir et porter aussi la voix des personnes homosexuelles. Donc je conclurai mon propos avec 3 dernières observations. La première, l'une du philosophe André Comte-Sponville. La laïcité, indissociable de la souveraineté du peuple, ce sont ses représentants qui gouvernent et non ceux de Dieu, comme de l'autonomie des individus auxquels l'État ne saurait imposer quelque religion que ce soit, n'est qu'un autre nom de la liberté. Deuxième observation, avant de conclure mon propos, avec la psychanalyste et auteure de Femmes du prophète, s'agissant de l'islam, seule la laïcité pourrait nous garantir une interprétation libre et une lecture libre de notre corpus, ce que permet selon elle la séparation entre la loi des hommes et la loi divine. Et pour terminer, la troisième observation, donc celle de Marie-Thérèse Besson, à l'époque présidente de la Grande Loge féminine de France, la laïcité ne représente peut-être pas le support unique de l'émancipation des femmes, mais elle y contribue, car elle fait obstacle aux pressions du religieux et plus particulièrement des groupes intégristes pour lesquels la loi religieuse est parfois supérieure à la loi de la République. Et sur ce dernier point, j'aimerais dire que toutes les religions sont concernées, puisque même si on a parlé du côté de la religion de l'islam par rapport aux actualités récentes, mais toutes les religions sont concernées, qu'elles soient judaïques, qu'elles soient évangélistes, qu'elles soient bouddhistes, etc. Dans toutes les religions, la femme a aussi une certaine place. Donc, notamment dans toutes les religions monothéistes, christianisme, judaïsme et l'islam. Donc, il n'y a pas que l'islam. L'islam, on en parle parce que il y a des actualités qui sont montrées. Et je le dis souvent aussi quand je vais en conférence, il faudrait donner aussi des exemples d'autres religions, de manquement aussi à la laïcité, pour qu'on puisse avoir un packaging complet et que chacun puisse se remettre en question. D'accord, il y a eu beaucoup d'évolutions et qu'on n'en est pas aux difficultés qu'on était avec la religion chrétienne, mais néanmoins dans les faits, dans la réalité par rapport aux femmes, notamment, la place de la femme est toujours mise en péril, même s'il y a certaines femmes aussi, Carole, tu pourrais le dire, il y a certaines femmes peut-être aussi qui acceptent aussi ce sort comme une évidence. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Parce qu'il y en a qui sont à l'aise aussi. De ce côté, c'est le mari qui gère tout, moi je suis là pour faire à manger, tout ça, etc. Donc il y a aussi cette conception de la femme qui accepte aussi ce rôle et que du coup, qui ne comprend pas aussi cette volonté d'émancipation, etc. Qu'en dis-tu? Moi, je parlerais plus de conditionnement mental. Vas-y. Je parlerai plus de conditionnement mental parce que on a des familles et moi j'en fais partie
Donc, il va y avoir un témoignage en même temps, j'en fais partie. Moi, j'ai été élevée par une maman qui, dès l'âge de 10 ans, fallait que je sois au fourneau, en m'expliquant que j'allais être une bonne épouse et qu'il était important de savoir accueillir son mari quand il rentre le soir à la maison, parce que c'est ce qui allait permettre après que je sois une bonne maman, que j'ai du temps pour les enfants, que j'ai ceci, que j'ai cela. Et à aucun moment dans toute mon éducation, elle ne m'a jamais parlé de la liberté, de ce que je pouvais aller voir des copines, que je pouvais aller faire des choses. Ça n'a pas fait partie de mon éducation. J'ai découvert que je pouvais avoir des copines, que je pouvais m'éclater le jour où je suis partie de chez ma maman. Donc, comment expliquer que lorsqu'on est dans ce type de conditionnement mental, qu'on a les parents qui nous présentent après, on a notre futur mari qui est présenté par nos parents, et là c'est quelle que soit la religion, que ce soit chez les chrétiens, chez les juifs, peu importe. La plupart du temps, on vient nous présenter notre futur époux, on l'accepte parce que c'est le choix des parents, donc on se dit comme ça, s'il a appris pour moi, c'est que c'est bon pour moi. Et après, il suffit qu'on communique avec les autres, qu'on sorte de chez soi, et on se rend compte, non, que la vie c'est pas ça. Et que ce qu'on nous a servi, c'est pas la réalité, ou soit on reste dans une communauté où tout le monde fait exactement la même chose, et en fin de compte ces gens-là ils restent entre eux. Qu'on regardera bien une femme qui va décider oui, moi je suis bien à la maison, on a une nana, c'est mon mari qui ramène à manger, qui ramène ceci, je travaille pas. On peut avoir le choix de pas vouloir travailler et d'élever ses enfants. Ça, là-dessus, je suis à 100% d'accord. Après le côté où je m'efface complètement, non. Un individu n'a pas à s'effacer. Et même ne serait-ce que lorsqu'on fait l'éducation de son enfant et ainsi de suite, si on n'est pas ouvert au monde et on n'a pas une ouverture d'esprit, on peut pas répondre aux questions de son enfant. Ça veut dire qu'on va le bloquer, on va l'empêcher d'avancer, on va pas l'emmener là où il veut aller et on va pas lui permettre de se découvrir. Et c'est en ça que je dis, il faut faire vraiment très attention, et c'est là que je dis que c'est vraiment là, c'est de l'endoctrinement, quoi. Il faut faire comme ça, c'est comme ça, c'est bien, on va bien te voir comme ça. Et l'idée, c'est de poser la question à la personne, mais est-ce que tu as déjà été à tel ou tel endroit? On n'a pas besoin d'avoir pris l'avion, parce qu'il y a des gens qui sont des donneurs de leçons. Faut prendre l'avion, faut sortir pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, alors que non, ce n'est pas ça du tout. C'est savoir que, ok, t'as toujours cuisiné comme ça. Les cuisines du monde, tu les connais? Tu connais telle religion, tu connais tel truc. S'ouvrir à l'autre. S'ouvrir à l'autre, c'est hyper important. Lorsqu'on reste figé dans son carcan et dans de l'entre-soi, c'est ce qui fait que des fois, il y a des pétages de plomb. On a des hommes ou des femmes, au bout de 20 ans, 30 ans de mariage, il part chercher du pain, il revient jamais. Effectivement. On le dit en rigolant, mais ça a été, sur les années 80-90, on a eu des pétages de plomb. Et c'est toutes ces personnes qui étaient endoctrinées et qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que la vie, il y avait des choses à faire. Et ils se sont retrouvés comme s'ils devenaient de nouveaux explorateurs. En fin de compte, ils avaient besoin de voir qu'est-ce qui se passait dehors, à l'extérieur, de comprendre les choses. Et ils savaient s'ils rentraient à la maison, que ce soit un homme ou une femme, que ils allaient retourner dans leur routine. Et ils n'allaient pas pouvoir explorer ces choses. Et est-ce que tu penses, du coup, par rapport à ce qui a été dit là, par rapport au rapport des formations dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que tu partages aussi le fait qu'aujourd'hui, la laïcité qui n'était pas initialement faite pour parler de l'égalité femmes-hommes, qu'aujourd'hui, qu'on y arrive, bon gré mal gré, par rapport aux différents points qu'on a pu évoquer, communautarisme, et également l'évolution de certains droits de la femme dans la société? On y arrive. On y arrive pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a le numérique. Il y a des choses qui ont changé. Avant, fallait qu'on voyage, fallait qu'on se déplace pour découvrir les choses. Maintenant, on a l'information qui vient à nous. On ouvre son téléphone, on a accès à plein de choses. Bon, c'est vrai que maintenant il y a aussi de la désinformation, mais on a affaire on voit tellement de choses, on découvre les choses. Aujourd'hui, on veut savoir comment New York ça s'est fait et ainsi de suite. On prend son téléphone, on va découvrir les choses, on va découvrir l'histoire aussi. Parce qu'avant, c'était l'histoire qu'on nous racontait, on l'apprenait. Bon an, mal an, on disait, c'est ça. Si papa a dit ça, c'est que c'est ça. Puis on allait même des fois se battre avec quelqu'un en disant, non, toi, t'as tort. Parce qu'on n'avait pas de référence, on n'avait pas d'outils pour pouvoir avoir des contre-arguments et se dire, non, j'ai envie de me faire ma propre opinion et d'aller regarder, d'aller fouiller, me renseigner et, parce que tout le monde n'a pas accès
Tout le monde n'avait pas accès aux informations. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, c'est ce qui fait qu'une femme, elle va regarder, quand elle va aller regarder tout ce qui s'est fait et tout ce que tu as énuméré depuis le départ, les lois, les avancées et ainsi de suite, elle va se dire, waouh, on s'est battu pour tout ça. Et je vois qu'aujourd'hui, on est encore là à se poser la question, quand je vais pour demander une augmentation, l'autre, il a rien fait, c'est moi qui ai eu les résultats, et moi, j'ai pas d'augmentation, et lui, il a augmenté. Pourquoi? Et il y a une loi d'ailleurs qui va sortir, je sais plus la date exacte, où on pourra demander en fait le salaire de son collègue pour savoir si effectivement à qualification égale, eh ben, si on touche pareil en fait. Ça va être, je pense que ça va faire jurisprudence et je pense que ça va permettre aussi aux femmes d'équilibrer aussi progressivement leur salaire sur celui des hommes notamment. Ouais, mais ça c'est hyper important parce que aujourd'hui, pour que une femme elle puisse gagner sa vie, tout le monde dit oui, il faut qu'elle soit chef d'entreprise. On va les donner les derniers chiffres de l'ONU. Moi, je suis membre de l'ONU Femmes. Les derniers chiffres de l'ONU aujourd'hui, sur toutes les femmes qui sont chefs d'entreprise, il y en a que 20% qui se versent un vrai salaire au niveau mondial. Ça veut dire que quand la femme, elle crée son entreprise, la première chose qu'elle fait, c'est les traites qu'elle a à payer, ce qu'elle doit payer pour ses enfants, et elle dit, si je gagne ça, c'est bon. Et puis si elle a 200 ou 300 euros de plus, c'est jackpot, on va peut-être se faire un petit restaurant. On n'a pas la vision d'aller plus loin et ainsi de suite. Un homme, quand il crée sa boîte, il crée, moi il me faut tant de restaurants dans le mois, moi il y a ma salle de sport, il y a ça, il y a ça. Tout est calculé, même ses sorties, ses voyages, il y a une prévision sur ça. Nous, la femme, on n'a pas été élevés comme ça. On n'a pas été de prévision sur les voyages ou quoi que ce soit, parce que s'il y avait des voyages, si on a la maison, s'il y a des voyages, c'est monsieur qui décide. Ça veut dire que s'il dit qu'il y a de l'argent pour faire ça ou ça, et à la rigueur, on ouvre les casseroles et puis on fait du tambourin, on est contente quoi. On a eu le droit à une petite sortie. Donc les avancées qu'il y a aujourd'hui, elles sont bien. Elles sont pas suffisantes, mais ça va être encore toujours avec de l'information parce qu'il faut continuer d'informer. Il faut qu'il y ait des réunions, il faut qu'il y ait des choses, il faut qu'il y ait des événements pour pouvoir délier les paroles, avoir des exemples concrets. Moi, j'ai envie qu'on parle des personnes qui ont réussi. J'ai pas envie qu'elle m'explique comment elle a réussi parce qu'on n'est pas là pour pouvoir copier une recette. Mais juste que la personne dise, j'avais cette vision, je l'ai fait. Exactement. Et sur ce point qu'on vient d'embrayer, on va en profiter sur cette dernière explication que tu as donnée pour passer donc à notre troisième partie, en souhaitant qu'on ait été suffisamment clair dans les autres parties, où les abonnés pourront réécouter ces points. Et surtout, on n'est pas là pour juste dire, on est là pour vraiment éveiller les consciences pour certaines personnes qui ont peut-être des difficultés avec le sujet de la laïcité. Et aujourd'hui, là, on a pu démontrer qu'il y a un lien manifeste qui s'est fait progressivement par rapport à l'égalité femmes-hommes et la laïcité. Et on va poursuivre donc avec la troisième partie, souhaitant qu'il y ait beaucoup de jeunes qui écoutent ce live pour pouvoir se rendre compte des avancées, comme tu l'as dit, d'aujourd'hui, et de se rendre compte que parfois, il faut le dire, je le redis, quand la laïcité est mal comprise, c'est que souvent, c'est qu'elle est mal parfois expliquée ou mal appliquée, ou qu'elle est utilisée politiquement ou autre. Mais dans sa substance réelle, elle est vraiment là pour garantir la liberté de tout un chacun. Au-delà du postulat de base qui était contre l'anticléralisme, comme on l'a notifié tout à l'heure, par rapport à la religion dominante catholique, mais néanmoins, il y a une liberté fondamentale qui en découle et que certaines décisions qui sont prises, quand elles sont justes, après parfois c'est souvent instrumentalisé, donc les gens ne comprennent pas. Et surtout ça vise souvent aujourd'hui, là actuellement, c'est avec la religion musulmane, et je le redis encore, parler des manquements éventuels de certains musulmans, il faudra aussi parler aussi des manquements éventuels de certains judaïques ou de certains aussi évangélistes ou adventistes ou etc. Il faut vraiment qu'on soit dans une égalité aussi par rapport à cela. Je pense que c'est important du point de vue de la compréhension mondiale sur le sujet, et notamment française et en outre-mer aussi. Il faut parler de tout le monde, non pas pour cibler tout le monde, mais pour dire que ça concerne tout le monde. Parce qu'on a l'impression que
qu'il n'y a pas de problème ailleurs, en fait. Qu'il n'y a pas de problème dans les autres cultes, avec notamment par rapport à la femme, que c'est seulement dans la religion musulmane qu'il y a éventuellement des difficultés. Non, il y a aussi des difficultés dans d'autres religions par rapport à la femme. Mais les gens n'en parlent pas. Et on est là pour dire qu'il faut en parler, non pas pour stigmatiser, mais pour éveiller les consciences et que chacun se responsabilise par rapport à ses choix de vie et de croyance. Voilà, c'est ce que j'avais à dire aussi. Et on va embrayer du coup sur ton dernier point, Carole, sur la place de la femme de manière générale, que ce soit en France hexagonale, en Outre-mer et dans le reste du monde. Donc, je peux sortir, comme je t'ai dit, quelques chiffres, on échange là-dessus, ça te Oui, va? bien sûr, bien sûr. Alors, du point de vue national, en 2023, 271 000 victimes de violences conjugales, plus de 10% par rapport à 2022. 373 000 femmes victimes de violences par conjoint ou ex-conjoint. 1185 féminicides qui qu'on peut décomposer avec 93 victimes de féminicide réel, 319 victimes de tentatives de féminicide, 773 victimes de tentatives de suicide ou harcèlement par ex-conjoint, qui nous donne donc le chiffre de 1185 que j'ai évoqué tout à l'heure. 2024, 188 cas de lesbophobie. Ce sont les chiffres de SOS homophobie. Et il faut savoir que par rapport à ce chiffre qui peut vous paraître tout petit, c'est à peu près 4 à même pas 20% des femmes qui portent plainte là-dessus. Et de manière générale, pour de l'homosexualité, en 2022-2023, me semble-t-il, c'est 4800 faits d'homophobie. Et là encore, c'est 4 à même pas 20% des personnes qui portent plainte. Et surtout dans les Outre-mer, on en reviendra aussi tout à l'heure, notamment pour la population homosexuelle, les gens ne portent pas plainte. Donc du coup, les chiffres finalement sont quelque part faussés, puisque les gens ils sont embrigadés dans un système de vie qui fait que c'est compliqué. Et plus on en parlera, plus les femmes en général et les femmes homosexuelles seront libérées. On continue en Outre-mer. Alors en Outre-mer, c'est où c'est un peu encore plus compliqué qu'en France hexagonale. Tu le sais, Carole. Tu vas nous le dire tout à l'heure un peu plus. En Guadeloupe, en 2022, 12,2% pour 1000 femmes victimes de violences conjugales. Depuis 2021, on constate qu'il y a une augmentation. En Martinique, en 2022, c'est 11% pour 1000 femmes. À La Réunion, en 2023, c'est 14,6% pour 1000 femmes. C'est énorme. En Guyane, en 2022, 13,9% pour 1000 femmes. On parle de faits de violence, etc. Et en Mayotte, en 2022, 7,3% pour 1000 femmes. Les chiffres sont décuplés du fait aussi de l'insularité, de plein de facteurs aussi. Hein. Ça s'explique du poids religieux, culturel, l'éducation autoritaire, etc. Et dans le monde, 736 millions de femmes victimes de violences et 640 millions victimes de violences d'un partenaire intime, 51 100 femmes tuées par son partenaire ou sa famille. Qu'as-tu à dire sur ces chiffres, Carole? On t'écoute. Complète tout ça avec ton expérience de terrain, s'il te plaît. Alors, avec l'expérience de terrain, on est parti sur quelque chose où si on n'intervient pas rapidement, ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier. Je veux pas faire la bête noire hein, ce soir, mais ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier pour la simple et bonne raison, c'est que là on est sur de l'éducation. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant naît dans une famille où il y a de la violence, où la famille est au courant, personne ne dit rien, que la maman elle ne va pas porter plainte. La petite jeune fille qui est là, le jour où elle se met avec un garçon et il la bat, pour elle, c'est normal. Parce qu'elle a été élevée là-dedans et on n'a pas brisé la parole. Il faut savoir que j'interviens également dans des écoles. J'interviens dans des écoles parce que c'est très important. Aujourd'hui, j'interviens dans des écoles parce qu'il est important d'apprendre la bienveillance aux enfants, leur expliquer c'est quoi les coups, et également au niveau de leur corps, les parties qu'on a le droit de toucher, les parties qu'on n'a pas le droit de toucher. Et on leur apprend également le consentement.
quand on fait des interventions au sein des écoles. C'est très important parce que lorsqu'on fait des interventions, la plupart du temps, je me retrouve avec des enfants où la dernière fois que j'ai fait une intervention, où j'ai un petit garçon qui a dit, ben moi, ce matin, il y a mon papa c'était la bouche et mon frère c'était derrière. Donc là, on se retrouve à appeler la police parce que cet enfant, faut l'isoler, faut le protéger immédiatement. Donc et là, je parle de France hexagonale, je suis pas dans les territoires d'outre-mer. On est bien d'accord. On a cette violence aujourd'hui qui est partout. Et aujourd'hui, dans mon cabinet, je reçois des hommes qui viennent me voir et qui me disent Madame, je veux plus être violent. Je ne savais pas que c'était pas bien. Je l'ai reçu le jour où ma femme a porté plainte. Enfin bon, bref, c'est un adulte. Mais comme il était habitué, quand sa mère disait quelque chose qui passait mal, elle se prenait un revers de main. Bah, sa femme, quand elle disait quelque chose qui allait pas, bah, il lui mettait un revers de main. Et aujourd'hui, ben, je suis face à ces hommes qui disent, ben, ils ont envie d'apprendre à ne plus être violents. Ils veulent guérir. Et la plupart du temps, lorsqu'on parle de violence faite aux femmes, faut parler également de ceux qui créent les violences parce que eux aussi, il faut les accompagner. Il suffit pas de prendre les gens et leur dire, bon, ben, je te mets en prison ou ceci ou cela. Parce que derrière chaque violence, il y a une violence subie. Elle peut pas seulement être subie physiquement, mais elle est aussi subie parce qu'on l'a subie par notre cœur, parce que on a vu maman souffrir, on a vu grand-mère souffrir, et ainsi de suite. Et il y a ce besoin où là, il va falloir vraiment que il y ait absolument de la communication là-dessus. Donc oui, aujourd'hui, au niveau de la laïcité, on parle pas mal de choses, on parle de genre, de tout, mais il va falloir aussi parler au sein des écoles de la violence, pas seulement de parler d'harcèlement scolaire, parce que l'harcèlement scolaire aussi, c'est une résultante de comment l'enfant il se sent à la maison et de la manière dont il est traité à la maison. C'est comme ça qu'il va traiter aussi son collègue, qu'il va traiter son camarade. Mais là, ce qui est très très important, c'est prendre le problème à sa genèse. Il faut que les femmes parlent. Oui, il y a les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, et tout ça, il y a de tout. Il y a à boire et à manger. Et je suis très franche là-dessus, c'est-à-dire que pour avoir quelque chose qui va nous aider, il va falloir aller vers quelque chose qui va être plus culturel, quelque chose où on n'a pas envie de s'enfuir, de rigoler, et ainsi de suite. Mais quand on subit des violences, est-ce qu'on a spécialement envie d'ouvrir son TikTok et d'aller regarder un truc culturel? On va aller ouvrir son TikTok, on sait qu'on va avoir 10 minutes ou 1 heure devant nous, on va regarder des trucs qui vont nous faire rire, qui vont nous permettre de nous évader. Mais ça ne nous permet pas de nous aider à aller délier. Il faut délier la gorge, là. Il faut que ça puisse sortir, il faut pouvoir s'exprimer. Et à travers l'association, c'est ça. On aide les gens à s'exprimer, à pouvoir parler. Parce qu'une fois que la personne elle parle, et ben là on parle en réunion. Et après ça va être sur des réunions de quartier. Parce que c'est là où il faut qu'il y ait un poids. C'est pas juste je prends une personne isolée et puis on dit qu'elle est sauvée. Non, c'est pas vrai. Parce que sa voisine qui se fait battre, elle continue de la vivre indirectement, la violence. Et il est important que cette voix-là, elle soit portée, mais à un plus grand nombre, avec des manifestations, des réunions. Moi, je demande pas à ce qu'on aille dans la rue manifester, ça sert à rien. Tu vas dans la rue, tu vas manifester, tu rentres le soir, tu prends tes 2 calottes, tu vas dormir. Ta vie n'a pas changé pour autant. Donc là, en fin de compte, il y a des prises de conscience sur ce qu'on doit mettre en place. Donc les maisons des femmes, il y en a de plus en plus en France. Je salue la Guadeloupe qui a créé sa maison des femmes. La Martinique l'a fait également. La Guyane, bah là, ça va sortir de terre également. C'est génial parce que c'est des lieux de rencontre où là, les femmes, elles vont pouvoir venir. C'est-à-dire que celle de la Guadeloupe, elle est magnifiquement bien faite. La femme, elle subit des violences, elle part de chez elle, elle peut aller là-bas, il y a une douche, il y a un médecin, il y a un psychologue, elle peut parler, on a mis la possibilité qu'elle puisse porter plainte tout de suite. Là, ça vient d'être validé où les femmes peuvent porter plainte depuis l'hôpital. Avant, ce n'était pas possible. Donc il y a des avancées, on estime toujours que c'est pas assez rapide, mais il y en a. Et puis après, il y a une chose qu'il faut pas oublier sur les territoires d'outre-mer, on n'a pas la même avancée qu'en Europe. Dans les outre-mer, une femme elle est battue, il suffit qu'elle tombe sur un gendarme qui connaît son mari, il va lui dire mais tu vas où? Rentre chez toi. Viens pas faire des histoires là. Et elle repart.
Et il suffit que le pote appelle le mari, elle reprend une volée en rentrant. On n'est pas dans la simplicité où on va tout de suite être isolé, on va être mis à un endroit où on va être protégé. Et il y a toutes ces choses-là sur lesquelles il faut qu'on travaille sur les territoires d'outre-mer parce que elles ont besoin d'être protégées, les femmes. Aujourd'hui, une femme, elle peut pas se balader dans la rue sans se poser la question si elle est pas suivie, avoir des protections également au niveau de son lieu de travail. Parce que les femmes victimes de violences, bah oui, bah c'est soit elle appelle 50 fois sur ton lieu de travail, ou soit bah ils passent devant le lieu de travail. Et là, on a ces femmes, au-delà de ce qu'elles subissent à la maison, elles le subissent tout au long de la journée. Et des fois, elles préfèrent même perdre leur travail. Et là, du coup, ben là, elles tombent complètement dans l'isolement. Parce que pourquoi? Par honte. J'ai pas envie que mes collègues savent que je me fais taper. Donc, du coup, par rapport à ce que tu dis, moi, je vois aussi un manque de formation des professionnels. C'est-à-dire qu'il y a le côté très famille, très communautaire dans les Outre-mer qu'on ne retrouve pas forcément ici. Et pourtant, il y a des difficultés pour certaines femmes d'aller porter plainte. Donc, ce n'est pas que ça, mais c'est dans le côté insulaire, ça, le côté voisine, comme tu dis, collègue de un tel, on est proche, etc. Famille, ce sont les mêmes familles qui sont à différents postes à responsabilité. On n'ose pas faire les choses. Donc, ça passe aussi par la formation de ces professionnels qui sont censés aider aussi les femmes en difficulté, femmes en général et aussi femmes homosexuelles. C'est encore pire pour la femme homosexuelle d'aller porter plainte. C'est encore pire. Le pas est encore plus grand à faire. Donc, je pense qu'il y a aussi une formation. Voilà, il y a une formation des professionnels à appuyer. Et aussi la parole du politique aussi par rapport à cela. Le rôle du politique aussi est important par rapport aux avancées aussi des actions qui peuvent permettre aux femmes d'être plus en sécurité, d'être plus à l'aise pour aller porter plainte. Même si on sait que c'est son cousin qui est à l'accueil du commissariat, on y va, on y va quand même parce que le cousin, il est professionnel et fera la part des choses entre le lien familial et la situation réelle de la femme qui est compliquée et qui doit être protégée et extraite de son cocon de violence. C'est ça. Et c'est surtout que là, maintenant, il y a quelque chose qui est sorti, mais les femmes ne le savent pas. C'est qu'on n'est plus obligé de porter plainte à son lieu, dans sa ville. On peut aller porter plainte n'importe où. Ça veut dire que si on a un membre ou des amis qui sont là dans le commissariat, eh ben, on change de commune. Et on peut aller porter plainte dans l'autre commune. Le dossier va être traité. Et ça, beaucoup de femmes ne le savent pas. Et en fin de compte, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est le manque de communication. On a toujours eu ce problème. À chaque fois, on nous dit, oui, nul n'est censé ignorer la loi. Mais, sacré bordel, il faut la mettre à disposition des gens. Il faut la mettre à disposition des gens. Faut qu'on ait à disposition tout ce qui peut être fait de la manière dont on doit le faire. Quand aujourd'hui, on intervient avec l'association au sein des entreprises, et qu'au départ, quand je disais, mais il faut intervenir au sein des entreprises, on me disait, mais Carole, qu'est-ce que tu veux venir faire dans les entreprises? Je leur ai dit, mais la violence silencieuse. Je lui ai fait, vous savez qu'une maman ou un papa peut tout perdre du jour au lendemain? Et on m'a dit comment? Je leur ai dit, je vais vous donner un exemple tout simple. Je suis un père de famille, je viens tous les jours, j'ai des collègues, ils me font suivre des brimades. Il y a des choses. Je dis rien. Mon enfant qui me fait des blagues tous les jours, j'ai pas de problème. Ma femme, des fois, elle rigole avec les enfants, on fait des blagues et tout ça. Ce soir-là, je rentre. C'était le jour de trop. Les deux, je vais les taper. Mais par contre, je vais les taper et eux, je vais les taper de mesure à ce qu'ils ne puissent se taire. Ce que je n'arrive pas à faire avec mes collègues. Sauf que ce jour-là, je suis face à un drame. Je perds ma famille. De facto, je perds mon travail. De facto, je suis plus rien parce que on a laissé faire une violence, ce qu'on appelle la violence silencieuse, ce qu'on appelle aujourd'hui la santé mentale, le truc au travail. Et je pense qu'il va falloir vraiment rentrer, mais vraiment dans le détail et vraiment plus en lourdeur, parce qu'on a la collègue qui secoue ses bracelets, ça fait du bruit. Celui qui ferme la porte à la dernière minute, hop, il la claque. Mais personne n'a entendu le bruit. Mais la personne qui le subit le vit. Et c'est très dur. Et il y a toutes ces choses dont il faut parler. Et quand on dit aux gens que ça peut pousser quelqu'un au suicide et que si c'est avéré qu'il y a des témoins que ces personnes-là peuvent se retrouver en prison, eh ben ils voient leur violence silencieuse complètement autrement. Et il faut changer ce rapport de personne à personne.
Et c'est très important. Et c'est comme ça. Et c'est ça, en fin de compte, le cœur de l'association, c'est vraiment travailler sur ces choses. On demande pas aux gens de s'embrasser sur la bouche, de s'aimer, mais juste de se respecter. Respecter l'espace des uns et des autres. Et comme je dis encore une fois, on est des individus. Je suis pas là pour parler d'homosexualité ou de quoi que ce soit. Il est où le problème? Est-ce que la personne qui n'a pas la même sexualité que toi se couche dans ton lit le soir? Non. Est-ce que c'est elle qui remplit ton frigo? Non, fous-lui la paix. Et surtout, est-ce que toi-même, tu n'es pas discriminé pour X ou Y raison? C'est Aussi. ça. Donc c'est quand même c'est quand même fou. C'est-à-dire que beaucoup de Voilà. personnes qui sont discriminées eux-mêmes trouvent légitime de discriminer puisque ils ont selon eux un postulat ou comment dirais-je des arguments irréfutables, soit de croyances, soit de culture, etc. qui fait que eh ben non en fait non, rien ne justifie le rejet de qui que ce soit pour quoi que ce soit. Non. Voilà, et c'est Non. pour ça que la loi, on le dit souvent dans nos quand on fait des postes, la loi doit être au-dessus de tout, au-dessus de toute croyance, toute idéologie culturelle, Bien sûr. politique, religieuse, etc. C'est la seule qui peut nous garantir une vie égalitaire et libératrice et qu'on puisse vivre en harmonie tout un chacun avec nos différences. Et c'est cela que chacun doit intégrer au travers du discours que tu nous dévoiles là, Carole. Moi, c'est ce que je vois. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il faut pas qu'il y ait de tabou sur les choses. Et regardez, on dit les choses très simplement. On ne vise personne. On dit les choses telles qu'elles sont. Et il faut en parler de plus en plus. Il faut qu'il y ait des rencontres de plus en plus sur ce sujet des femmes dans les quartiers difficiles et dans même les quartiers UP aussi. On n'en parle pas des quartiers UP. Ouh là, c'est là où il y en a le plus. Ou c'est encore pire dans les quartiers UP, des femmes qui sont violentées dans les quartiers UP, femmes de grands, je vais pas nommer de corps de profession, mais ça, on n'en parle pas du tout des femmes battues dans les milieux aisés aussi. Alors là, c'est le statu quo, c'est le silence, c'est le silence complet. Et là-dessus, comment intégrer aussi cette sphère tu as des solutions, des propositions. Est-ce que tu as des retours aussi de femmes très très haut placées qui vivent J'en aussi ai. même dans nos communautés, hein, des femmes. Moi, j'ai quelques exemples. On ne citera pas pour mettre en difficulté personne ici. Et ce sont des personnes qui ont pignon sur rue politiquement et dont les femmes vivent un calvaire permanent. Et on est dans le silence complet. Après, on ne peut pas, comme on le dit, agir par rapport à l'autre qui doit aussi faire le pas de porter plainte. C'est ça aussi la loi. Tant que la femme n'a pas porté plainte, eh ben, elle continue à vivre et à subir cette agonie. Que fait Carole par rapport à ça? Alors, dans les milieux aisés, alors parce que j'en ai, dans les milieux aisés, c'est encore pire. Parce que là, qu'on parle de violence financière, les gens pensent que c'est dans les quartiers, mais pas du tout. Quand on parle de violence financière, on parle de ces femmes qui sont avec des notables, hein, où il y a tout, il y a un statut, il y a tout ça. Et la plupart du temps, on dit à ces femmes, ah mais tu restes pour l'argent. Mais non, pas du tout. Elle reste pas pour l'argent. C'est qu'aujourd'hui, elle a un statut, elle fait comment pour aller chercher du travail. On va lui dire, mais t'as pas besoin de travailler. Donc ces femmes-là, faut qu'elles aillent créer une entreprise. Mais créer une entreprise, pour elles, faut qu'elles travaillent sur leur identité. Qu'on avait quelqu'un qui nous rabaisse tous les jours, qui nous dit qu'on n'est rien, qu'on est capable de rien, qu'on n'est pas capable de produire quelque chose. Si ces personnes-là, elles sont pas entre nos mains pour que derrière on puisse les aider et qu'elles puissent dire voilà, je suis capable de ça, voilà, on va travailler là-dessus, on va faire une formation là-dessus pour que tu puisses avoir une réelle expertise. Et des fois l'expertise elle est déjà là, hein. Parce que qu'on est avec le notable et puis on gère tout le quotidien et ainsi de suite, que ce soit le côté secrétariat et tout ça, on a la possibilité de rentrer dans ce domaine-là, voire dans plein d'autres domaines. Mais après, c'est à décortiquer avec les personnes ce qu'elle aime le plus, ce qu'elle aime faire, pour voir vers quelle formation on va l'emmener. Est-ce que ça va déboucher sur un emploi ou ça va déboucher sur la création d'une entreprise? Mais encore une fois, on est obligé de travailler, quel que soit le niveau social, sur le soi de chaque personne. C'est la redécouverte de soi, qui je suis, et surtout l'estime de soi. Réapprendre à s'aimer, réapprendre à se regarder dans le miroir. Pas être juste la femme qui se maquille par automatisme, qui a la brosse dans la voiture et qui se coiffe avec le rétroviseur. Mais que quand il faut qu'elle se regarde droit dans les yeux dans le miroir, elle n'arrive pas à le faire parce que ça fait trop d'années qu'elle n'a pas fait. Merci beaucoup, Carole, pour ça. Et on va conclure cette partie avec d'autres chiffres, à savoir le pays où les droits des femmes sont les plus respectés. On a
l'Islande, la Finlande, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suède. Sur ce classement, la France est 20e. C'est un classement global Gender Gap, entre autres. Les pays où les droits sont les moins respectés pour les femmes, le Pakistan, Soudan, Tchad, Iran, Guinée, la RDC et le Niger. Il y en a d'autres, mais on vous donne les principaux. Pour ce qui concerne les femmes homosexuelles, donc les femmes lesbiennes, les pays où les droits sont les plus respectés: Malte, Islande, Belgique, Danemark, Espagne. Sur ce classement, la France est 15e. Les pays où les droits sont les moins respectés pour les femmes homosexuelles, donc lesbiennes: la Russie, l'Azerbaïdjan, la Turquie, Roumanie, Pologne et Bulgarie. Donc là, avec tous ces chiffres qu'on a donnés, toutes ces explications qu'on a données, on a essayé de poser un diagnostic assez global de la femme, même si on pourra en parler pendant 6 heures, pendant 2 jours, pendant 1 mois, pendant une année. Avec Carole, on a essayé d'avoir aussi le point de vue de terrain, que ce soit en France hexagonale, que ce soit en Outre-mer, que ce soit dans le monde. On a tâché de faire le lien et on a montré qu'il y a indéniablement aujourd'hui un lien entre laïcité et l'égalité femmes-hommes. Et on va poursuivre aussi en ce sens. Nous, l'association, on le fait déjà. Depuis le début qu'on s'est lancé, on a toujours mis les droits des femmes et les droits des homosexuels, femmes lesbiennes comprises. Donc du coup, on est déjà dans cette dynamique, nous, l'association. D'autres aussi le sont, d'autres le sont moins, mais en tous les cas, c'est une réalité. Et c'est une réalité qui devra se concrétiser par la loi donc de 1905, qui devra peut-être être remodifiée. Là, je touche peut-être à quelque chose de très lourd, mais je pense que c'est nécessaire par rapport à l'égalité femmes-hommes. Et quand je parle d'égalité femmes-hommes, je parle de toutes les femmes et de tous les hommes en général et aussi homosexuels, de manière à ce que les choses soient dites et les choses soient écrites très clairement dans ces textes fondamentaux, comme ça a pu être pour l'IVG qui a été constitutionnalisé, pour que ce soit inscrit dans le marbre fondamentalement et qu'on ne puisse pas y toucher, souhaitons-le, par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays où certains droits de personnes sont mis à défaut et où on trouve chez nous-mêmes des personnes qui glorifient justement cet état de fait. Donc c'est quand même paradoxal. Donc je pense que ça passe par une pédagogie. Et Carole, on va t'écouter sur cette conclusion de lien laïcité femmes-hommes et également par rapport à la femme en général pour conclure cet échange très riche qu'on a eu aujourd'hui. C'est à toi, Carole. Alors, pour conclure en définitive, la laïcité, on nous a remis quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose en fin de compte qu'on doit prendre. On doit l'aborder et dont on doit s'enrichir et la mettre au goût du jour par rapport à tout ce qui se passe et par rapport également aux fondamentaux. Parce que on a la laïcité de la manière dont elle a été constituée et derrière, il y a eu les évolutions, les genres, toutes les choses. Et en fin de compte, il faut qu'on les imbrique dedans. Faut qu'on les imbrique dedans pour pouvoir continuer à avancer ensemble. Et quand ça a été mis en place, la laïcité, on était sur du vivre ensemble. Et il y a eu trop de disparités. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on reprenne cette laïcité, qu'on la mette au goût du jour et qu'on arrive à vivre ensemble. Et c'est surtout que on continue et que surtout tu continues avec ton association à continuer à en parler, à porter cette voix haute de la laïcité parce que elle fait partie de nous tous et elle fait partie du fondement de l'existence et de la manière dont nous allons évoluer ensemble. Merci beaucoup, Carole. Communicante, est-ce qu'on a des avis ou est-ce que Nelly est arrivée à peut prendre la parole aussi? On ne sait pas. Est-ce qu'elle est là toujours, Nelly? Alors Nelly, je pense qu'elle est toujours présente. Elle dit qu'elle intervient par message. Nous avons aussi Love Closing qui vous félicite tous les deux pour votre engagement pour l'humain dans toutes ses expressions. Et effectivement, cet échange était vraiment très riche. On a appris pas mal de choses. Au niveau des chiffres, c'est consternant. Et je rappelle donc que Carole Carrière
au travers de son association Au-delà de la résilience, a aussi des comptes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, bien évidemment sur TikTok, LinkedIn. Et donc, vous pouvez la contacter également par email. L'email, c'est contact@france-outremer, si je ne m'abuse. Oui. Voilà. Et il y a des programmes qui sont mis en place autour des femmes, et notamment le prochain, c'est le 24 octobre à Paris, dans le cadre d'Octobre Rose et plus. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Carole Carrière, qui se fera un plaisir de vous donner toutes les informations relatives à son activité. Et puis, l'association EOMA vous remercie aussi au travers du discours et de l'engagement sans faille de son président fondateur honoraire, le chantre de la laïcité, David Andrew. Et puis, il faut préciser aussi que ce live, ce direct sera retransmis sur YouTube d'ici quelques jours, le temps de faire le petit montage. Je m'occupe de tout ça, là. Je sais très bien. Donc, d'ici 24 à 48 heures, à mon avis, ce sera disponible sur YouTube pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir dans son intégralité ce live. Et puis, je souhaite à tous deux, Carole, je pense qu'on va rester en contact parce que ton discours m'a touchée, vraiment. Et je pense que beaucoup de femmes devraient se rapprocher de ton association et de tes engagements, de tes actions, et sans hésitation, quoi. Donc, merci pour tout ça, pour le travail fourni. Merci. Et de dire aussi que cette retranscription sera en 2 parties, vu le temps qu'on a passé. Tu as vu, Carole, tu as vu, on a dépassé, comme je t'avais dit, l'heure. Donc, ce live sera en 2 parties. Donc, il y aura 2 vidéos, partie 1 et partie 2, partie 1 et partie 2, pour pouvoir réécouter tout ça de manière posée, partager aussi ce live. Et j'aimerais bien, si tu en es d'accord, communiquer, et je remercie encore Agnès-Télie Pomblobou, notre présidente aussi, pour son soutien. On remercie aussi Michel Eschil, qui est le vice-président de l'association, et tous les autres membres du bureau, Marie-Flore Dutrinus, qui est notre secrétaire générale, qui est en Martinique. Donc on remercie toute l'équipe, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui ne nous soutiennent pas encore, qui ne savent pas qu'on existe, mais qui doivent savoir qu'on va persister, insister pour pouvoir agir sur le terrain, et qu'on est porté par une dimension humaine qui n'est pas instrumentalisée et qui doit porter tout à chacun dans la liberté, dans l'égalité et dans la non-discrimination. Et si vous en êtes d'accord par rapport à ce sujet, Communicate, avec ta voix sublime, peux-tu, s'il te plaît, nous refaire la lecture du texte d'Olympe de Gouges, qui a introduit notre débat laïcité, lien avec l'égalité femmes-hommes, pour pouvoir clore ce live. Communicate. Alors effectivement, c'est un extrait de la célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, parue en 1791, d'Olympe de Gouges, et dont voici un extrait. Donc, je le rappelle, c'est un véritable manifeste du féminisme qui était accessoirement adressé à Marie-Antoinette dans le temps. Donc, nous rappelons-le que Olympe de Gouges était, le pilier du féminisme à son époque, et qu'elle est encore beaucoup citée de nos jours. Alors, ce texte s'intitule « Homme, es-tu capable d'être juste ?» C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe, ta force, tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée, et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre les moyens. Cherche, fouille et distingue, si tu le peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout, tu les trouveras confondus. Partout, ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception, bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré,
Dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus. Voilà, Olympe de Gouges. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que s'achève ce live. Voilà. Et encore merci à vous deux pour toutes ces informations et ce débat vraiment très très intéressant. J'espère que vous en avez aussi bien profité que moi, vous qui étiez présents sur ce live. Et n'oublions pas, pas de discrimination, aucune. Voilà. Donc, merci à toi, communicante. Merci aux abonnés. Merci à toi, chère Carole, de nous avoir fait l'honneur de ta présence. Merci pour ton combat. On te souhaite le meilleur. On collaborera de toute manière ensemble, puisque nous sommes sur le même chemin pour les femmes et pour l'égalité femmes-hommes. Nous, au travers de la laïcité, donc on a créé ce lien aussi, c'était pour pouvoir aussi très clairement montrer que les associations aussi peuvent œuvrer ensemble avec des thématiques différentes, sachant qu'on a un but commun, on a un socle commun, qui est celui de la liberté, de l'égalité et de la non-discrimination. Sinon, notre leitmotiv de l'association. Merci à toi, Carole, encore une fois. Merci à vous, les abonnés. Merci à Communicart. Restez connectés sur nos réseaux TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Qu'est-ce que je veux dire encore? LinkedIn et WhatsApp aussi. On a une chaîne d'information aussi WhatsApp où vous pouvez aller. C'est association toujours EOMA. Donc on se retrouvera très prochainement pour un prochain live. Toujours sur un sujet sur la laïcité ou avec un lien avec la laïcité. Vous pourrez aussi nous faire part de vos envies. Quels sont les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde sur la laïcité? Est-ce que vous voulez qu'on parle du sport? Est-ce que vous voulez qu'on peut même parler aussi des origines des religions également, avec des spécialistes du sujet, pour recadrer un peu les choses dans l'humanité qu'on connaît, puisque plus de 10 000 religions ont été créées par les hommes depuis le début de l'humanité. Donc il est bien de savoir aussi pour celles qui génèrent la vie et construisent, qui sont imbriquées dans la vie culturelle, sociale et voire politique de certains pays, comment ont été construites ces religions. Donc si ce sont les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde, il suffira de laisser des commentaires sur les prochaines vidéos de ce live qui seront mises en ligne, et nous, on travaillera à avoir des spécialistes qui vous parleront de ces différents sujets. Donc encore une fois, merci à vous, mesdames, mes belles dames. Merci à la présidente. Plein de bonnes choses pour vous, et on vous souhaite, l'association EOMA, une excellente soirée, et merci encore de nous faire confiance, et on souhaite qu'on soit encore plus nombreux les fois prochaines, mais comme on l'a dit aussi avec Carole, ce qui compte c'est le fond, et quand le fond y est, la détermination est encore plus forte. Merci à vous tous. Merci beaucoup, très bonne soirée. Au revoir. Bye.
La suite vidéo 2.2.